sans plus tarder, je vais laisser la parole à Camille. Et c'est parti. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Camille, je travaille au Centre d'art passerelle à Brest. Je suis la collègue de Thibaut que vous avez rencontré ce matin. Et ma présentation s'intitule « Le livre comme objet de médiation, accompagner la découverte d'expositions d'art contemporain grâce aux livres d'artistes pour les enfants ». Donc c'est quelque chose que je fais dans mon travail et je vais vous partager un petit peu des éléments de ma pratique à travers 2 exemples. Donc un peu de contexte, Passerelle, c'est un centre d'art installé dans un ancien entrepôt industriel qui dispose de très grands espaces. Une dizaine d'expositions différentes y sont organisées chaque année, qui permettent donc de découvrir des univers artistiques très variés. Les esthétiques, médiums, formats présentés se renouvellent chez nous tous les 3 mois, ce qui permet de voir la pluralité des pratiques contemporaines dans le domaine des arts plastiques. Alors moi, mon travail à Passerelle, c'est autour de chacune des expositions temporaires, d'élaborer des parcours de visite adaptés à la diversité des publics que nous recevons. Donc mon travail consiste à tisser et entretenir des liens avec de nombreux partenaires à Brest, mais aussi aux alentours, qui me font confiance pour proposer un accueil et un accompagnement soigné aux groupes avec lesquels ils travaillent. Les écoles, notamment, sont des partenaires privilégiés, et je suis donc fréquemment amenée à accueillir des enfants qui souvent, dès la maternelle, viennent à Passerelle faire quelque chose de tout à fait nouveau et de peu familier, c'est-à-dire visiter une exposition d'art contemporain. Alors, quand j'ai commencé à travailler à Passerelle en 2020, assez spontanément, je me suis mise à utiliser des albums jeunesse dans le cadre des séances que j'anime au Centre d'art, parce que c'est des objets que j'adore, que je collectionne, que j'affectionne énormément, et qui me semblaient avoir des liens évidents avec les œuvres qu'on présente dans le cadre de nos expositions. Donc en ouverture ou en conclusion d'une sortie au Centre d'art, je montre aux enfants des livres qui font écho aux univers artistiques qu'ils vont découvrir ou qu'ils viennent de rencontrer. Certaines maisons d'édition, notamment les éditions Mémo, les éditions du livre, La Maison est en carton, pour n'en citer que quelques-unes, se sont spécialisées dans la publication d'ouvrages assez expérimentaux qui bousculent les formats classiques de l'album jeunesse, c'est-à-dire le format habituel de l'histoire illustrée. Ces ouvrages, aux formes parfois déroutantes, au graphisme travaillé, conçus avec des matériaux sélectionnés avec soin, impliquent parfois pour les lecteurs et les lectrices de déplacer les habitudes de lecture. Et en cela, ces livres abstraits, ouverts, ont de nombreux points communs avec les œuvres que nous exposons à Passerelle. Donc, comment j'utilise ces livres pour accompagner la découverte des expositions d'art contemporain ? Comment je fais dialoguer livres et expositions ? Comment je sélectionne les livres ? Je vais répondre à ces questions en développant 2 exemples concrets tirés donc de ma pratique. Le travail mené autour de l'exposition Géographie de Sean Scully, présentée à Passerelle en 2023. Et le deuxième exemple, ce sera le travail mené autour de l'exposition Le Festin de Caroline Mesquita. Voilà. Donc le premier featuring qu'on va présenter entre artistes et auteurs de livres jeunesse, c'est entre le peintre Sean Scully, que je vais vous présenter, et l'auteur Antonio Ladrillo. Donc on va commencer par une petite balade dans l'exposition de Sean Scully, qu'on avait présentée d'octobre 2023 à janvier 2024. Donc Sean Scully, c'est un peintre qui, depuis les années 80, a développé une pratique de peinture abstraite et réalisé d'innombrables tableaux au format imposant. C'est un artiste qui a décliné de façon répétée un motif récurrent, la rayure, la bande ou la ligne. De tableau en tableau, d'époque en époque, les larges bandes peintes par Sean Scully se répètent, se transforment, se parent de bordures de plus en plus floues et déclinent une palette de couleurs en constante évolution. Donc dans l'exposition présentée à Passerelle, les bandes de Sean Scully apparaissaient tour à tour, précises, électriques ou enchevêtrées, comme ici dans Backcloth.
plus adoucie, nuancée dans Arabi. Elle devenait épaisse, sombre, sanguinolente dans la série des Ghosts. On les retrouve profondes, hivernales, chargées d'embrun dans Landline. Les rayures se scindent en blocs, deviennent froides, minérales, plus austères dans Doric Europa, une œuvre qui fait référence au temple grec. Et puis dans la suite de l'exposition, on découvre des motifs plus chaleureux, plus ensoleillés, plus accueillants. Dans Barcelona Robe ou Vincent, des œuvres qui s'inscrivent dans la série des Walls of Light, ces murs de lumière qui ont fait la célébrité de l'artiste. Donc dans cette exposition, un motif récurrent, traité de très nombreuses fois par l'artiste, ouvre une infinité d'émotions, de sensations. Alors Gabriel, on peut mettre la caméra maintenant. Alors, pour ouvrir la séance à passerelle, j'avais proposé aux enfants un petit échauffement visuel préalable à la visite avec ce merveilleux livre d'Antonio Ladrillo, un petit format carré de 24 pages, relié avec une fine couture, publié par les éditions du livre, qui se présente ainsi avec 2 rayures sur la page de couverture. Chaque page est ainsi disposée, donc des rayures horizontales sur la page de droite ou de gauche, ça dépend de quel côté on regarde le livre, et sur l'autre page des rayures verticales. Un système de découpe permet de révéler, de faire apparaître de nouvelles rayures. Alors, avant d'aller dans l'exposition de Sean Scully, je propose aux enfants de manipuler le livre de Ladrillo, de s'amuser à essayer de faire apparaître le plus de couleurs possible dans le cadre, ou de calmer le jeu en revenant à une gamme colorée bicolore, de voir quelles rayures se cachent derrière les différentes couleurs. Alors, il y a plusieurs aspects de ce dialogue qui m'avaient intéressée et qui me semblaient pertinents pour accompagner les enfants dans la découverte de l'exposition de Sean Scully. Donc la première chose concerne plutôt l'échelle. Le livre de Ladrillo est assez petit, il est imprimé dans un format qui est facile à appréhender pour les plus jeunes. Le motif en question, la rayure, y est simple à repérer. A l'inverse, les œuvres de Sean Scully sont très très grandes. Doric Europa, que vous avez vu, elle fait à peu près 4 mètres sur 3. C'est des formats qui sont imposants, voire intimidants pour le jeune public, et en plus c'est difficile pour eux d'avoir une vue d'ensemble de l'œuvre. Donc la lecture préalable de Lines d'Antonio Ladrillo leur permet de se familiariser avec un motif et de le retrouver ensuite travaillé en plus grand format dans l'exposition de peinture. Le deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est ce qui concerne plutôt l'objet. Les enfants, même très très jeunes, ont déjà un lien ou une familiarité avec l'objet livre. Dès la maternelle, les professeurs leur en montrent. C'est un objet qu'ils peuvent reconnaître et face auquel ils ont certains repères ou des attentes. Ils savent qu'en tournant les pages, il va se passer quelque chose. Donc cela n'est pas du tout le cas avec les œuvres que nous exposons à Passerelle. Leur format, leur nature, leur mode de présentation sont la plupart du temps totalement inconnus des enfants et peuvent susciter l'étrangeté. Comment, quoi regarder dans une exposition, comment y circuler, quel intérêt y trouver, tout cela n'est pas du tout naturel, fait l'objet d'un apprentissage, et l'entrée par le livre, un objet à la portée des enfants,
permet donc de réduire la distance aussi avec le format exposition. Il s'agit ici de permettre aux plus jeunes de s'appuyer sur des repères connus, sur ce qui est plus familier, avant de faire de nouvelles expériences. Donc le livre, pour moi, agit ici un peu comme un trait d'union entre l'univers enfantin et l'univers de l'exposition. Et puis le troisième aspect que je veux souligner sur ce dialogue entre l'AIS et l'exposition géographie, c'est peut-être le plus important, c'est ce qui concerne la posture ou l'état dans lequel j'ai envie de mettre les enfants avant qu'ils aillent voir l'expo. Parce qu'au-delà du motif commun aux deux œuvres, ce qui m'intéresse en ouvrant la séance avec le livre de Ladrillo, c'est justement de mettre les enfants dans une condition qui va leur faciliter la plongée dans l'univers abstrait du peintre américain. En effet, Ladrillo n'invite pas les lecteurs ici à suivre une histoire. La dimension narrative est absente de l'ouvrage. L'intérêt se situe ailleurs. L'intérêt se situe plutôt dans l'observation de la transformation des formes, de formes simples, qui se diversifient et se complexifient au fil des pages. Dans Lines, la simplicité du graphisme et la régularité du motif font que chaque petit changement va devenir un grand événement pour le regard. L'enjeu ici, ce n'est pas de comprendre un propos, d'interpréter une signification, mais plutôt de se recentrer sur ses perceptions visuelles. Et puis l'absence de récit ne rend pas du tout la proposition moins intéressante pour les enfants, elle appelle juste à déplacer le regard, déplacer l'attente, et ils comprennent très très vite le principe visuel et s'en amusent énormément. Donc finalement, Ladrillo, il rend vivante, perceptible dès le plus jeune âge, l'idée qu'on peut trouver de l'intérêt, du plaisir visuel dans une œuvre, même si on n'y trouve pas forcément de sens, de signification ou de propos très rationnels. Ici, apprécier un changement surprenant de couleur, s'amuser des jeux infinis offerts par la déclinaison d'un motif, observer toutes les possibilités offertes par une même forme, c'est tout à fait ce qu'ils vont être amenés à faire dans la suite de la séance face aux œuvres de Sean Scully. Voilà. Donc, des lignes d'Antonio Ladrillo aux bandes de Sean Scully, le motif, c'est le sujet principal de l'œuvre, c'est ce qui est au cœur du propos. Et donc si ce principe-là peut être parfois un peu difficile à expliquer à un enfant qui découvre une œuvre abstraite pour la première fois, en fait il est mis en œuvre de façon évidente, immédiate et très efficace par Antonio Ladrillo. Donc le premier exemple que je vous ai détaillé, il montre comment je suis ici partie d'un livre pour introduire une exposition. Et le deuxième exemple que je vais vous proposer, il va s'intéresser plutôt à un mouvement inverse, où je suis partie d'une exposition pour aller après vers l'objet livre. Donc attention, le deuxième dialogue, c'est entre Caroline Mesquita et les artistes Anne Bruni, Philippe Huget et MacLeod Zignus. Donc pareil, petit tour dans l'exposition de Caroline Mesquita. Donc c'est une exposition qui s'intitulait Le Festin, qu'on avait présentée en 2020 à Passerelle, qui était composée de 2 parties. Une première qui se déployait dans plusieurs espaces du centre d'art. Donc au rez-de-chaussée dans le patio, une sculpture monumentale nous accueillait, qui évoquait un restaurant bâti selon une architecture traditionnelle bretonne en ardoise. Je vous ai pas mis la photo, mais voilà. Et à l'étage, dans une autre salle, le public était invité à découvrir le menu de ce restaurant. Une diversité de plats monumentaux sculptés en métal. Donc ces plats étaient disposés sur des socles grand format qui évoquaient des assiettes. Et ils semblaient gigantesques ici, comme si on découvrait le festin d'un géant. Donc le menu proposé par Caroline Mesquita faisait écho à la gastronomie locale. Bienvenue en Bretagne, hein, des crevettes, des bigorneaux, du beurre, et puis des sardines. Et nous informait aussi des goûts personnels de l'artiste, donc grande amatrice de fromage. Il y en avait pas moins de 3 fromages différents ici sur l'ensemble du menu. Oui, je peux vous montrer un peu plus les œuvres quand même. Voilà la plaquette de beurre. Donc, la matière de prédilection de Caroline Mesquita, c'est le métal. Les feuilles de cuivre, d'aluminium ou de laiton
étaient ici sélectionnées pour leur proximité avec la couleur des aliments sculptés. Et elle travaille à partir donc, de feuilles qu'elle transforme ensuite en les pliant, en les tordant, en les enroulant. Les feuilles de métal ainsi travaillées semblaient particulièrement légères, rappelant un peu l'aspect d'un papier froissé ou chiffonné, et faisaient presque oublier l'effort physique que la sculpture avait demandé. Donc Caroline Mesquita souligne la proximité de sa pratique de la sculpture avec celle du dessin et la ressemblance du matériau qu'elle travaille, la feuille de métal, avec le papier. Travailler ces feuilles de métal, pour elle, ça évoque un peu la mise en forme dans l'espace de lignes tracées sur le papier. Voilà les licornes. Alors, le livre que j'avais choisi donc, de mettre en lien avec le festin, c'est un ouvrage super. Je ne sais pas trop où mettre mes notes du coup. C'est bon de voir. Voilà. C'est le plat du jour. Un magnifique pop-up. Trop génial. Qui a été publié en 2019 par les artistes Anne Bruni, Philippe Huget et MacLeod Zignus. Donc ici, le livre intervenait plutôt en transition entre la visite de l'exposition et un atelier de pratique que j'ai proposé aux enfants après, puis dont je vous parlerai un petit peu. Donc, il faut que je vous lise le menu en même temps. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on va manger cette semaine ? Nous allons découvrir 7 plats. Un faux filet de lentilles corail et son panaché de fruits défendus à la sauce bohème. Des tagliatelles arc-en-ciel aux fèves de Mardi Gras et leurs éclats de feux d'artifice. Une rangée de cimes en semoule de blé d'Inde couronnée de petits fours minestrone. Une soupe d'eau claire. Un trio de boudins de patates douces aux fleurs d'orange sanguine et, pour finir la semaine en beauté, la fameuse pièce montée continent à la fumée de myrtille. On peut passer sur le diapo. Donc, après la découverte des plats monumentaux de Caroline Mesquita, la lecture de plats du jour invite les enfants à changer d'échelle tout en restant dans un univers onirique et fantasmé où la question du plaisir, celui des yeux, du goût, des couleurs, de la beauté, est évidente. L'atelier proposé aux enfants après cette lecture les invitait à sculpter à leur tour un plat en petit format au moyen de différents éléments métalliques, papier aluminium, barquette en métal, fil de fer et de laiton. Donc il s'agissait ici de les inviter à expérimenter à leur échelle des matériaux similaires à ceux qu'ils avaient préalablement observés dans l'exposition et à les percevoir aussi comme potentielles matières de création. J'avais aussi envie qu'ils s'autorisent des représentations non réalistes, imaginaires, magiques de la nourriture. Et puis l'atelier les invitait à expérimenter la création en volume avec des matériaux simples, à échelle réduite et accessibles pour un jeune enfant. Donc l'œuvre de Caroline Mesquita et l'album Plat du jour dialoguaient à merveille. Au-delà du lien évident avec le sujet de la nourriture et de l'esthétique joyeuse et festive qui est commune aux deux œuvres, ce rapprochement permettait aussi de mieux comprendre, de rendre palpable les parallèles que Caroline Mesquita fait entre le métal et le papier. Parce que dans l'exposition et dans l'album, ce sont bien des feuilles de métal ou de papier qui constituent la matière principale des artistes. Découper, plier, tordre, enrouler, Caroline Mesquita et les auteurs de plats du jour emploient finalement des gestes similaires pour faire apparaître leurs savoureux plats. Donc je vais
voilà, je vais quelques mots de conclusion pour finir après la présentation de ces 2 exemples. Donc en ouverture, au cours ou en conclusion d'une sortie à passerelle, les livres d'art pour les enfants trouvent très souvent une place de choix dans les expériences que je conçois pour le jeune public. Au-delà de simples outils favorisant l'appréhension des expositions, ces livres sont à mon sens des objets d'art à part entière qu'il m'importe de faire découvrir aux enfants au même titre que les autres œuvres présentées à passerelle. Mettre en lien ces livres dédiés à la jeunesse avec les œuvres que nous exposons, c'est une façon pour moi de montrer aux plus jeunes que les expériences visuelles qu'ils font, que les émotions artistiques qu'ils ressentent avec les albums jeunesse sont très proches de ce qui peut se passer face à une œuvre d'art. Le domaine de l'art contemporain et celui de la littérature jeunesse peuvent paraître a priori éloignés, mais il me semble que l'appréhension d'un album et d'une œuvre plastique fait appel à une même sensibilité, à un même intérêt pour les formes, les couleurs, les rythmes, les textures. Et donc, relier les livres d'art aux œuvres exposées permet finalement de rendre cette proximité plus évidente et palpable, et me permet d'inviter les enfants à tisser des liens de familiarité avec les expositions, comme ils en tissent souvent déjà avec les livres. Finalement, c'est l'ensemble des découvertes qu'ils viennent faire à Passerelle, des œuvres, des livres, qui participent pour moi d'une éducation vivante, joyeuse, fluide aux arts plastiques, et qui ne se restreint pas à une simple transmission de connaissances sur des œuvres, mais s'apparente plutôt à une multiplicité d'expériences que j'invite les enfants à mener lors de leur venue à Passerelle. Voilà, j'ai fini. Je peux répondre à des questions si vous voulez. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que ça serait possible de répéter les noms des maisons d'édition parce que je ne crois pas que j'ai les et la deuxième question, c'était à quel... Ah, Deuxième question, sonorisée. À quel niveau d'âge, du coup, est-ce que ça fonctionne avec tous les âges et notamment, je me posais la question avec justement cette exposition-là, pour les plus petits, le métal, est-ce que ça marchait ou est-ce qu'il y avait une adaptation pour peut-être des maternelles ou, Oui, du coup, je réponds pour les maisons d'édition. Donc, j'ai parlé des éditions du livre, trop génial. Il y a les éditions Mémo, les grandes personnes aussi qui font des formats vraiment originaux. Et, pardon, la maison est en carton. Oh là là, je me mélange. Et les grandes personnes aussi, très chouette maison d'édition. Voilà. Pour l'adaptation, oui, il faut adapter tout le temps. C'est jamais pareil. Là, vraiment, ce que je vous ai présenté avec Lines, vous voyez, c'est avec des tout petits. Hein, c'était à partir vraiment de la petite section maternelle. C'est un livre qui marchait hyper bien avec cet âge-là. Et après, je fais un peu... Enfin, j'essaye, quoi. Des fois, ça marche pas. Faut pas refaire ou changer. Et le métal, oui, ça avait hyper bien marché de faire le lien entre les sculptures très imposantes qu'ils avaient vues et puis des éléments plus quotidiens qu'ils peuvent trouver autour d'eux dans la cuisine ou quoi. Ça marchait bien aussi. Donc voilà, je sais pas si je réponds bien du coup. Bonjour, merci pour votre intervention. Je me demandais, est-ce qu'à chaque exposition, un livre est créé, que ce soit un catalogue d'exposition, peut-être plus logiquement en effet c'est plus courant, mais est-ce qu'à chaque fois il y a un support du coup, qui est proposé pour un jeune public? Et sinon, à quel moment est-ce qu'on décide justement de créer ce support qui nécessiterait plus de moyens comme un livre? Alors les livres que j'ai proposés, ils n'ont pas été créés pour les expositions. C'est des livres qui sont publiés et que moi j'ai mis en lien parce que je trouvais que ça avait du sens comme ce que j'ai expliqué. Mais c'est pas des publications de passerelle. Enfin, voilà. Sinon, ça nous arrive de publier des catalogues, mais c'est pas systématique. Sur la dizaine d'expositions qu'on fait, on ne peut pas en faire à chaque fois.
Et sinon, les documents d'accompagnement des expositions, nous, c'est plutôt des flyers ou des dépliants. Mais c'est séparé des actions que je peux proposer plutôt destinées aux enfants, quoi. Est-ce qu'il y a des collaborations qui peuvent se faire justement dans l'idée de... Bah oui, ça peut. Alors nous, notre contrainte au centre d'art, c'est qu'on a un rythme soutenu, on change tous les 3 mois. Donc on serait incapable de faire une production, un support à chaque exposition, ce serait vraiment complexe. On essaie plutôt d'inscrire les choses dans la durée. Les supports qu'a montré Thibaut d'Atelier à emporter, par exemple, c'est des choses qu'on va beaucoup travailler, graphiquement aussi, pour justement que ce soit des éléments plus pérennes qu'on puisse utiliser au long cours, quoi. Voilà. Et du coup, sur la partie vraiment des expositions temporaires, donc qui tournent à raison de tous les 3 mois, moi justement, les propositions de visite ou d'atelier que je conçois, celles-là, elles changent à chaque fois, quoi. Et du coup, ça, j'ai pas le temps forcément de concevoir des supports adaptés en invitant des graphistes. Enfin, ce serait super, mais ce serait trop rapide comme rythme. Moi, j'avais une question par rapport au fait. Les classes que vous accueillez sont des classes en entier. Et surtout, par exemple, pour l'édition de l'embryo, ça ne cause pas un peu de frustration vu que... On fait des groupes. Je peux rentrer vraiment dans le détail de l'organisation d'une séance si vous voulez, mais non, effectivement, je ne montre pas le petit livre à une classe entière. Du coup, il y a on propose d'autres activités et puis on tourne, quoi, pour pouvoir effectivement voir en petit comité. Merci beaucoup. Merci à toi. Du coup, j'invite nos prochaines intervenantes à s'installer.